Bonjour Adeline, vous m'entendez? Bonjour Sunny. Bonjour Adeline, vous allez bien? Il y a une personne qui est arrivée pour l'instant, il s'agit de Sunny. Bonjour Sunny et bienvenue. Sunny, vous êtes à Bruxelles. Vous pouvez interagir avec le chat pour nous parler, Sunny. On attend une dizaine, quinzaine de personnes, Sunny. Bonjour. C'est très frustrant où nous on peut parler et vous voulez pas parler. Est-ce que vous voulez nous rejoindre en vidéo et partager votre caméra, Sunny? Oui, vous êtes à Bruxelles. Pour l'instant, il n'y a personne d'autre, donc je peux révéler même où vous travaillez, au Radisson Hospitality Group. Donc, vous chapeautez. Oui, bienvenue. Donc, Sonny, je vous ai envoyé à nous rejoindre. Comme ça, on va pouvoir discuter en attendant que les autres arrivent. Une fois que les autres vont arriver, vous pourrez vous déconnecter. Ou alors, si vous voulez rester, vous êtes la bienvenue. Super, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes en télétravail. Oui, c'est ça. Quelle surprise. C'est ça. Le télétravail, c'est toujours délicat parce que ça révèle un peu de notre intimité derrière vous. Oui, je suis dans un hôtel qui fait espace de coworking. Donc, je suis pas vraiment chez moi. Je suis dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel qui vont transformer en bureau. Ouais, super. Il y a Sandra qui vient de nous rejoindre. Bonjour, bonjour Sandra. On attend petit à petit que tout le monde arrive. Là, j'ai invité Sonny à nous rejoindre. Vous voulez nous rejoindre pour montrer votre tête et parler avec nous, Sandra? Vous, Sonny, il y a plusieurs hôtels Radisson sur Bruxelles. Vous en chapeautez plusieurs, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Je suis au Radisson Collection, donc anciennement le Radisson Blue qui est dans le centre. Ok, anciennement Radisson Blue. C'est ça. Ok. Et la situation, elle est complètement différente. Enfin, Vous êtes en France? Ouais, nous on est en France, ouais. Oui, du coup, l'hôtel est fermé, les restaurants sont fermés également. Voilà, donc je suis au chômage depuis octobre. Mhm. Donc je pense que ça va encore durer au moins un mois. Là, je pense qu'ils ont encore annoncé jusqu'au début avril. Donc on verra bien comment tout ça évolue, quoi. Ouais. Euh, on verra bien, on se concentre pour que ça se Oui, passe c'est ça. bien. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Non, il y a Sandra, vous nous entendez, vous nous voyez, bonjour. Répondez dans le chat ou alors si vous voulez nous rejoindre, dites dans le chat que vous voulez nous rejoindre et je vous ajoute. Là, on a déjà fait rentrer Sonny. Sonny, j'imagine pas toutes les remarques que vous avez à propos de comme un soleil éclatant, blablabla, c'est ça? C'est ça, il y en a eu quelques-unes déjà. Bon, c'est plutôt positif, j'ai envie Oui, de dire, ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. quelque part. Mais bon, voilà, après, on a toujours tout le temps les mêmes remarques. Moi, j'ai la particularité d'être très, très grand. Moi, je mesure plus d'1,96 m. Donc, Ah oui, j'ai toujours les mêmes remarques liées à la taille. Oh, mais il a beaucoup mangé de soupe quand il était petit. oui, je me doute. C'est vrai. On s'y fait Oui. très rapidement. Sandra, vous nous entendez? Ah oui, bonjour, vous êtes de Bordeaux. Et il y a Thomas qui vient d'arriver et qui est de Grenoble. Alors, il se trouve que je connais Thomas. Thomas, il est hôtelier à Grenoble. Il a un chouette hôtel. Je peux le dire parce que j'ai déjà dormi sur place. Et puis voilà. Est-ce que tu veux nous rejoindre, Thomas, partager ta caméra et ton micro? Et pareil, même question pour Sandra. On invite, allez, c'est open bar, on invite tout le monde à montrer sa tronche, si je puis dire. Répondez dans le chat si vous voulez venir et je vous rajoute immédiatement.
Donc Sandra, vous êtes pas hôtelière. Je n'arrive pas à prendre la parole. Oui, oui, il faut que il faut que je vous invite à venir. C'est-à-dire que avant de vous inviter d'afficher votre caméra, je vous demande l'autorisation. Attention, Sandra, je vous ajoute pour nous rejoindre. Et Thomas, si tu veux nous rejoindre, vas-y. Bah Sandra, vous allez nous expliquer consultant récente de retour en France. Je ne sais pas si c'est le consultant ou si c'est le retour en France qui est récent, mais en tout cas, on sent du changement et c'est toujours chouette. Yes, il y a quelqu'un qui arrive et qu'est-ce que c'est sombre. Ouais, il y a un super contre-jour. Je pense que c'est Sandra. Il y a un grand contre-jour avec votre fenêtre qui est grande ouverte. Ouais, ok Thomas, tu peux avoir des départs et des arrivées, donc tu restes en off. Ça, il n'y a pas de, je vois bien. Tac. Bon allez, je commence par vous mettre un petit sondage dans le chat pour savoir si vous avez la patate et la forme aujourd'hui. Il est 11h05, ça commence à 11h. Il y a que 3 invités qui sont arrivés, Thomas, Sandra et Sonny. Je laisse encore passer 3-4 minutes là, histoire que les autres inscrits peuvent aient le temps de nous rejoindre. Est-ce qu'en attendant, vous voulez participer quelque chose? Vous avez une question ou autre qui n'est pas forcément liée au parcours client et à la visio de ce matin? Donc Sandra, est-ce que vous voulez que je vous réinvite? Ça n'a pas marché? Il y a quelque chose qui s'est passé? Ouais, tout le monde a la forme. C'est bon. Je vais balancer la deuxième question. Ça va mettre un petit peu d'animation. Est-ce que vos établissements sont ouverts ou pas en ce moment? Toujours la grande question. On voit apparaître des comportements différents en fonction de la segmentation clientèle. Mais bon, en gros, on constate tous l'absence de clientèle de loisirs sur le marché. Donc aujourd'hui, la plupart des hôteliers avec qui je parle sont plutôt sur la clientèle corporate. Et donc, en fait, ils ouvrent du lundi au jeudi inclus. Ils ferment le week-end et ils ont adapté leur offre pour pouvoir avancer en mode ce que j'appelle en mode dégradé, c'est-à-dire il n'y a pas tout le monde n'est pas présent dans l'hôtel et puis tous les services ne sont pas ouverts. Il n'y a qu'une personne qui a répondu à est-ce qu'on est ouvert ou pas. Bah, Thomas, on sait que tu es ouvert puisque tu viens de nous dire qu'il y avait potentiellement des départs et des arrivées. T'as dit, t'as des arrivées à 11h le matin. Ok, Sandra, je vous réinvite. Donc Thomas, il a beaucoup de réservations depuis le site et puis j'imagine que c'est beaucoup de réservations de dernière minute. C'est la tendance que l'on voit, c'est que les gens réservent au dernier moment. Ça y est, Sandra, on vous voit. Coucou, bonjour. Ouh, on ne voit pas. Ça tangue à Bordeaux. Peut-être votre caméra ou votre smartphone, j'ai l'impression que c'était un smartphone, était très près. Et Sandra, résidence de tourisme fermée pour mes clients. Donc Sandra, vous accompagnez une résidence de tourisme qui est fermée en ce moment. Ouais, mais je pense qu'il y a un rôle à jouer pour les résidences de tourisme, puisque pour moi, une résidence de tourisme propose un logement, un appartement avec une cuisine, et donc le voyageur peut être complètement autonome. Et c'est aussi ce qui est un peu recherché en cette situation de crise par les voyageurs, d'être autonome, de pas trop avoir à se mélanger sur des lieux à forte densité comme le petit déjeuner, le restaurant, ou alors on se fait livrer le petit déjeuner et la nourriture dans la chambre. Mais là, c'est pas du tout glamour. Allez, Thomas nous rejoint. On va commencer gentiment, sauf si vous avez des questions. Thomas, je t'ai invité, donc peut-être que tu vas apparaître, mais comme je vais partager mon écran. Ouais. Salut Thomas, parle-nous un peu de ton établissement alors et de ce que tu remarques en ce moment. Ouais, que nous, c'est vrai que les clients passent beaucoup par Booking pour comparer actuellement, et c'est vrai qu'ils ont un peu cette envie de passer sur le site. Il y en a beaucoup qui nous le disent. Alors moi le site, je fais moi-même, du coup, je trouve un peu sympa, mais ça permet, on fait moins 10%. Alors comme je t'ai écrit, Thomas, là, dans la semaine dernière, je sais pas si tu as pu lire mon message ou quoi, mais en fait, Booking, c'est adapté avec la commission. Ouais. Ils sont bons, hein. Alors j'ai remarqué par contre,
jusqu'à 10%, ils s'adaptent. En dessous de 10%, ils arrêtent de s'adapter. Tu sais. Autour des 15%, ils s'adaptent plus. Voilà. Ouais, alors il y a plein de choses. Alors effectivement, Thomas m'a posé une question la semaine dernière, j'ai pas eu le temps d'y répondre encore, donc il vient là physiquement pour reposer la question pour être sûr d'avoir. Si je t'ai pas répondu, j'ai pas de réponse. La remarque de Thomas, c'était que Booking ajustait son prix à la baisse si l'hôtel était en disparité tarifaire, de manière à être au moins égal ou des fois inférieur au prix de vente sur le site. C'est une situation qui était à prévoir. En fait, la loi a cassé la parité tarifaire pour que les hôtels puissent fixer leur prix comme ils veulent, mais la parité, elle a été cassée dans les deux sens, et donc Booking peut ajuster son prix comme il veut. Pour l'instant, il est en train de rogner sur sa commission. On a vu Booking aller chercher des stocks auprès des grossistes. Et donc se retrouver avec des chambres qu'il achetait à Mona, par exemple, beaucoup moins cher que vous les mettiez. Donc des fois, et ça s'appelle Booking Basic, comme les Amazon Basic. C'est un produit spécial. Booking a été chercher du stock chez un grossiste, et des fois il vous vend moins cher, mais moins cher que vous. Et même si vous retirez la commission de Booking, c'est encore moins cher que. Et donc là, on s'y retrouve pas. Mais là, ça pose une vraie question juridique. Je vais pas aborder tous les détails tout de suite, mais ça pose une vraie question juridique sur la relation contractuelle que l'on a avec Booking. Normalement, Booking est une place de marché. Il met en relation l'offre et la demande. Ce n'est pas une agence de voyage en ligne. Pour moi, une agence de voyage, elle encaisse le client. Et puis, vous savez, elle émet un voucher. Le client arrive à l'hôtel, donne son voucher, et l'hôtel se fait payer auprès de l'agence. Et ça sous-entend que c'est une agence officielle, qu'elle a un numéro de licence d'agence de voyage, qu'elle a séquestré une somme sur un compte bancaire pour pouvoir rapatrier des clients quand il le faut. Et ça sous-entend que l'agence est responsable et que le client appartient à l'agence. Ce n'est pas du tout le modèle de Booking. Booking n'encaisse pas. Il le fait depuis peu, mais il le fait pour le compte de l'hôtel. Booking n'a pas de numéro d'agence de voyage. Booking n'est pas responsable et le client appartient à l'hôtel et non pas à Booking. Mais là, Booking va chercher un stock ailleurs. Il est plus sur un modèle place de marché. Il devient vraiment sur un modèle agence de voyage, alors qu'il n'a pas de licence et que le contrat qu'il a avec les hôtels n'est pas un contrat de distribution d'agence de voyage. C'est encore comme on dit, une incohérence, mais j'ai envie de dire, on n'est pas à ça près avec Booking. Donc je constate, Thomas, mais j'ai pas de solution, si ce n'est de. Alors, où ça va encore tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui ont de l'activité avec Booking. Et du coup, ils se retrouvent ils ont payé à, je sais pas, 70 € la chambre, alors qu'ils ont réellement, enfin, ils ont une facture à 70, mais ils ont réellement payé 80. C'est assez complexe. Du coup, nous, on a des retours de sociétés qui nous disent, mais comment ça, vous nous faites une facture à ce prix-là? Voilà. Parce qu'en fait, c'est Booking qui pense avec la CCV. Si vous voulez, le client paye bien 70 €, mais Booking nous fait une CCV à 80. Mais ça va, enfin. Et donc le client, quand il passe en compta, il lui manque 10 €. Et donc là, c'est à Booking de faire une facture au client pour les 10 € restants. Ce que l'on voit très souvent chez Expedia, avec des galères pas possibles de où est ma commission, qui paye pas. C'est ça. Ouais. C'est handicapant. Je vais commencer, Thomas. Je vais partager. Est-ce que je peux partager mon écran? Genre, je suis pas au courant. Ouais. Hop, je vous ai partagé. Écran 1, écran 2. Yes. Ouais, donc là, vous voyez mon écran. Donc, bienvenue dans cette présentation. Il est déjà 11h13. J'ai pas envie de vous garder très longtemps, mais tant qu'il y a des questions et qu'il y a de l'intérêt, je le fais. Sandra, Sonny, Thomas, vous voyez bien mon écran. Et je vous ai pas présenté, excusez-moi, je suis accompagné de Adeline. Adeline travaille avec moi, avec nous à Artiref. Et elle est impliquée, comme toute l'équipe, dans le parcours My Hotel Satisfaction. Je voulais juste revenir un petit peu sur le Covid. Vraiment, le Covid nous touche dans ce que nous, on a de plus important, de plus proche, de plus cher dans le tourisme, c'est-à-dire la relation humaine, le contact, l'échange, le partage. Les acteurs touristiques, les hôteliers, etc. Notre métier, c'est d'accueillir des gens, de les rencontrer, de partager et de les faire visiter le territoire. C'est quelque chose de très fort. Et en fait,
avec les distanciations sociales, les gestes barrières, en fait, on est en train de nous séparer de notre cœur de métier. En fait, quand on y pense, c'est extrêmement fort. On met des plexiglas sur la réception entre nous et le client. On se sépare réellement. Donc, si on se sépare comme ça, il va falloir qu'on se retrouve ou qu'on se rapproche d'un autre côté. Il y a une chose qui est très positive dans cette crise du Covid, c'est que le droit aux vacances, le droit au voyage, au sport, au plaisir n'a pas été remis en question, même si pour l'instant c'est un peu suspendu, on peut pas partir à l'étranger, etc. Mais ce droit de repos et de vacances, de plaisir, n'a pas été encore remis en question, ce qui est très fort. Et puis on le sent qu'il y a un gros besoin de la part des utilisateurs. On est en train d'assister et on va assister probablement à une profonde mutation de notre modèle sociétal. Nos vies vont beaucoup changer dans les prochaines années. Avec cette histoire de télétravail, il va probablement y avoir un exode urbain. Tous les gens qui sont accumulés dans les villes, s'ils peuvent travailler en télétravail, ils vont retourner dans les campagnes ou en province. Et nous, on le voit sur le marché immobilier de notre territoire, Angers, qui en un an a beaucoup augmenté. On n'est qu'à 1h30 de Paris en TGV. J'ose même pas imaginer pour Lille, Tours et Reims, toutes ces villes qui sont à moins d'une heure de Paris. Cette histoire de télétravail, on va pas être à 100% en télétravail, hein. Il va y avoir un mix entre les deux. Je vais une fois par semaine à l'entreprise ou je vais 3 jours par mois dans l'entreprise. Mais ce télétravail, avec le télétravail, on fait confiance aux salariés. C'est-à-dire qu'ils sont responsabilisés, ils sont chez eux ou dans un lieu de télétravail de coworking, comme Sony, mais ils sont autonomes, c'est-à-dire qu'il y a moins de rapports hiérarchiques, on est plus sur de la confiance et il y a moins de management. S'il y a moins de management, j'organise ma journée de travail comme je veux. Je peux aller chercher mes enfants à l'école, je peux aller faire un tennis à 14h. Tant que le travail est fait, c'est carré. Ce qui est super parce que ça nous donne, à nous, télétravailleurs, plein de petites opportunités de restructurer, de réorganiser notre vie. Et on va dans cette direction de donner du sens à sa vie. Je veux passer plus de temps avec mes enfants, je veux avoir du temps pour des actions humanitaires, pour du bénévolat, pour plein de choses. Ça, c'est une tendance lourde. On la trouve beaucoup chez les jeunes en ce moment. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ah, moi, je veux faire un métier intéressant, je veux donner du sens à ma vie, je veux faire ceci, je veux apporter de l'aide. Je sais pas si vous sentez, vous aussi, hein, Thomas, Sony, Sandra, dans les commentaires, ce phénomène, cette vague de fond qui est de consommer différemment. On veut récupérer du temps pour soi, on veut récupérer du temps pour sa structure familiale, pour sa tribu, peut-être moins consommer différemment, consommer plus local, consommer plus éthique, mieux rétribuer, mieux valoriser les producteurs. Bref, une consommation, je sais pas si on peut dire plus intelligente, il n'y a pas de meilleure manière de consommer que d'autres, mais c'est des tendances de fond. C'est pas des tendances qui se sont créées avec ou à cause du Covid, elles étaient déjà présentes, simplement elles se sont accélérées à mort. Dans la consommation touristique, on va probablement plus partir à Marrakech pour le week-end. Il faut bien voir que le Parisien, avec EasyJet, il peut aller à Marrakech et revenir dans le week-end pour 129 € aller-retour, moins les taxes d'aéroport. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on avait une consommation frénésique, pas très logique à mon sens. C'est effectivement une hérésie économique, écologique et sociale de juste partir à Marrakech pour un week-end. On va probablement consommer le loisir beaucoup plus proche, plus local, avec un retour vers des valeurs culturelles, historiques, traditionnelles. Enfin, tout est écrit, je vais pas vous lire. Et c'est ce qu'on a vu se développer la saison dernière, l'été dernier, avec des autres modes de consommation touristique. Il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'il faut réinventer tout ce qui est le tourisme corporate, hein, les séminaires, les grands congrès, les événements, les festivals. Tout ça, pour l'instant, est encore très, très sinistré. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais il va falloir le réinventer. Le télétravail diminue les déplacements corporate. On va toujours avoir besoin de se réunir pour des raisons de business. Hein. Un séminaire où on rencontre toutes les équipes, c'est quelque chose qui est primordial pour la cohésion, l'ambiance et la performance de l'entreprise. Donc ça, à mon avis, ça va pas disparaître. Il va falloir le réinventer. Encore une fois, on est dans donner un sens à ces actes de consommation.
Les grands voyages, ce que j'appelle les voyages initiatiques, resteront nécessaires. C'est quand je pars en Afrique, quand je pars en Asie, quand je pars en Amérique. Moi, avant la crise du Covid, je voyageais beaucoup à l'étranger et puis j'allais en Asie, je passais une semaine, j'allais en Afrique, je passais une semaine et je revenais. Et en fait, c'est très très court et c'est aussi effectivement une hérésie économique et écologique. Mais on a besoin de ces grands voyages initiatiques parce qu'il y a un changement culturel, parce qu'il y a une découverte d'une autre culture, il y a une ouverture d'esprit, ces grands voyages restent nécessaires. Probablement qu'ils seront moins fréquents. C'est-à-dire qu'au lieu de partir tous les ans une semaine à l'étranger, je partirai tous les 5 ans, mais à ce moment-là, je pourrais partir un mois entier. C'est-à-dire qu'ils seront beaucoup plus longs et donc ils seront plus réfléchis, plus organisés et plus respectueux. Et il y aura un vrai fond que juste partir en vacances pour pouvoir revenir au boulot en disant « T'as vu, j'ai passé une semaine aux Maldives » parce que les vacances, les voyages ont aussi un rôle social dans la reconnaissance de ces termes. Mais on a besoin de ça et ils seront tout aussi, si ce n'est plus, émotionnels et expérientiels par leur préparation et ce que l'on attend. Il va y avoir probablement plusieurs phases dans l'après-crise. On est en plein dans le tourisme local. On l'a commencé en 2020. Tant que les frontières européennes, françaises sont fermées, on va pas accueillir de clientèle étrangère. C'est valable aussi pour la Belgique, bien évidemment. Big up Sony. Donc pendant un certain nombre de temps, on va continuer à consommer du tourisme localement. C'est-à-dire que je reste en France, je découvre ma région, je découvre une autre région. On a vu ce qui s'est passé cet été avec des pics de consommation en août et début septembre hallucinants. Après, il y aura probablement un rattrapage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sera tous vaccinés, qu'il y aura plus grand risque, on va se remettre à vacciner. Et puis là, à mon avis, on va rattraper tout ce qu'on n'a pas pu avoir comme des ports. On va retourner à Marrakech. Je vais repartir 3 jours en Guadeloupe et revenir juste pour aller me baigner. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est après cette période de rattrapage que il y a peut-être un nouveau tourisme qui va se dessiner, un tourisme plus respectueux, plus réfléchi, peut-être plus local. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. En gros, le tourisme est en train de se réinventer. On le palpe pas, hein. Ça va se passer sur des années, mais on va assister probablement à, c'est écrit, hein, une fusion du loisir, de la culture, de la gastronomie, du bien-être, de plein de choses comme ça. Et dernier point sur la situation, tout ça fait que notre métier va évoluer. Il va falloir avoir un vrai positionnement marketing. Les gens, maintenant, donnent du sens à leur acte de consommation. Vous savez, hein, quand je vais acheter du lait dans la grande distribution, je peux acheter du lait premier prix, je peux acheter du lait normal, je peux acheter du lait enrichi en vitamine D, je peux acheter du lait bio, je peux acheter du lait C'est qui le patron qui rétribue bien le producteur, je peux acheter mon lait à la Biocop. Enfin, le même litre de lait, il y a plein de manières de l'acheter et à chaque fois, en l'achetant, je prends un engagement, j'ai un acte social, je donne du sens. Ce fait de donner du sens nécessite que les acteurs doivent avoir un vrai positionnement marketing. Jusqu'à maintenant, pour moi, l'hôtellerie, on était un peu dans « j'essaye de ratisser le plus large possible, si je peux avoir du corporate, si je peux avoir du loisir, de la famille avec enfants, du couple d'âge mûr, c'est super. » Et c'est une bonne idée parce que ça limite les risques. J'ai plusieurs segmentations cibles. Hein. L'été, il n'y a pas de corporate. En février, pendant la semaine, il n'y a pas de loisir. Donc, c'est extrêmement cohérent. Mais je suis pas en train de dire qu'il faut revoir toute sa segmentation clientèle. Mais il faut avoir un positionnement. Il faut mettre en avant autre chose que simplement je vous héberge dans une chambre très confortable avec plein d'équipements, avec plein de services. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel sens il y a? Ça sous-entend qu'il va falloir faire des choix et donc prendre position. Il va falloir mettre en avant ses valeurs. Il va falloir expliquer son ADN. Et ça c'est très bien, mais ça peut créer un lien très fort avec le client, comme ça peut fermer certains segments de clients qui ne sont pas réceptifs à vos valeurs. Mais faire du marketing, c'est faire des choix, et faire des choix, c'est assumer le fait que j'ai un segment que je ne contente plus, donc je l'oublie, mais ça veut dire que je traite beaucoup mieux les autres segments. On va affiner probablement la segmentation, avoir une communication plus cohérente, plus personnalisée, plus pertinente. Aujourd'hui, la plupart de vos sites internet, ils ont comme descriptif idéalement situé au cœur de la ville
L'hôtel de la Palourde vous accueille dans le centre historique de Grenoble. Toutes les chambres ont été rénovées au cours des 5 dernières années et proposent le confort moderne d'un hôtel 4 étoiles. Le petit déjeuner est servi tous les matins entre 10h et 9h. Vous voyez ce que je veux dire? On a toujours les mêmes éléments de communication et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens ne lisent pas. Vous savez, les petits chiens, ils sont interdits chez vous. Madame Michu, elle arrive avec son petit chien, mais vous lui dites, mais les chiens sont interdits. C'est marqué en gros sur le site. Madame Michu vous dit, ah ben, j'avais pas vu. En fait, les gens ne lisent plus rien. Pourquoi ils lisent plus rien? Parce qu'on leur a servi de la bouillie inepte, sans intérêt pendant des années, donc ils arrêtent de lire. En réécrivant et en recréant de l'intérêt dans la communication, on recrée le lien avec l'audience. Il va falloir probablement gérer l'intégralité du parcours client. Et d'ailleurs, on voit bien ces 30 dernières années, il y a 30 ans, même plus, le parcours client dans l'hôtellerie, c'était quand le client arrive. Et on avait de la relation client quand le client était sur place. Et au fur et à mesure qu'on avance, parce qu'on est accompagné par la technologie, tout ça se repose et se base sur la technologie. On a de plus en plus de relations avant le séjour, de plus en plus après, avec TripAdvisor, avant le séjour avec les réseaux sociaux, avec les emails automatiques que je peux envoyer. On est en train d'assister à la gestion complète d'un parcours client. Si votre clientèle elle est plutôt locale, régionale, nationale, vous êtes condamné à l'excellence parce que c'est une clientèle que vous pouvez, peut-être devez même fidéliser puisqu'elle est sur votre bassin, elle est dans votre zone de chalandise, comme on dit. Tout ça s'appuie sur des outils technologiques, je l'ai déjà dit. Il y a d'autres attentes que simplement je veux me dépayser. Il y a de plus en plus des attentes au niveau de la découverte, du partage, de la culture, de l'histoire, de la gastronomie. On va toujours avoir besoin de se reposer, de passer une semaine quelque part sans rien faire, mais le rien faire va de plus en plus s'accompagner de sens à ce moins faire. Voilà, moins bronzé, idiot, plus d'expérience de vécu. On est dans cette dimension d'apporter du sens. Et en fait, votre métier, il est en train d'évoluer de je suis un fournisseur d'hébergement, j'ai une chambre rectangulaire avec une salle de bain dans un coin, c'est très confortable, il y a la télé, il y a le wifi, il y a l'air conditionné, il y a du service, il y a un bar, un restaurant, tout ça c'est super. Mais ça c'est factuel, c'est fonctionnel. De plus en plus, on se dirige vers, alors fabricant d'émotions, c'est très compliqué parce qu'on fabrique pas les émotions, mais vers des générateurs, voilà, des générateurs d'émotions, de moments complices, de sens, de vrai, de naturel. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous reconnaissez là-dedans? Vous reconnaissez le comportement des clients ou je suis à 10 000 années-lumière? Est-ce que c'est parce qu'il y a un jet lag très important qu'il n'y a personne qui répond? Je prends la parole. Non, mais c'est clairement ça. Je pense que le client s'identifie à quelque chose. Comme tu parlais de tribu, c'est un peu ça, une communauté. C'est complètement ça. Enfin, moi, je pense qu'on est du même avis. Personnellement, je me vois pas aller dans un truc standardisé où voilà où je me sens comme un numéro, quoi. Faut que je me sente à l'aise. Enfin, pour mon cas à moi. Et les clients, à part que de ceux qui viennent, quand ils sont passés par notre site ou quoi, quand ils voient les avis, la réponse qu'on leur apporte, tout ça, ils nous le disent. Et d'ailleurs, en parlant de ça, l'hôtel, moi, ça fait plus d'1 an ou 2 ans que j'ai enlevé tout ce qui était pour enfants, tout ça. J'ai enlevé mes chambres quadruples. J'en ai fait des deluxe, un peu plus haut de gamme, tout ça, pour avoir en fait plusieurs types de chambres. Et pour 1 ou 2 personnes max. J'ai pas de chambre communicante, j'ai pas de lit séparé. Je suis sur du couple ou de la personne seule. Voilà. Donc, Sonia, à Bruxelles, est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pensez de ce constat? Enfin, c'est un mélange de constat et d'un petit peu de prospective. C'est sûr que je pense que vraiment que maintenant, que chaque client a besoin de se sentir unique et de se sentir reconnu également par son prénom, si possible. Mais notamment, je sais que pour nos clients VIP ou ceux qui reviennent régulièrement, au morning meeting, on est là, bon bah lui, il revient, et du coup, on les salue bien par leur prénom quand on les connaît, quoi. Parce que justement, comme disait Thomas, ils aiment pas se sentir être
comme un numéro et juste un client de plus non plus. Hein. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est une chance parce que quand on réserve sur Booking, on n'est qu'un seul numéro, alors que quand on réserve à l'hôtel, on a déjà un lien et une relation avec l'exploitant. Et en fait, c'est tout ça, c'est un gros puzzle qui se met, tout ça est lié et tout ça se met en place. Le parcours client. Donc nous, on est vraiment, j'ai parlé plusieurs fois du parcours client. Qu'est-ce que le parcours client? Pour nous, le parcours client, enfin pas que pour nous, hein, c'est l'ensemble des points de contact et des interactions que le voyageur a avec l'établissement. C'est multipoint. C'est-à-dire que la première interaction, le premier point de contact que le voyageur a avec votre établissement, c'est quand il tape Radisson Bruxelles dans Google et votre résultat, il apparaît dans les pages de résultats. Là, c'est la première image que vous renvoyez. Donc ça, c'est le premier point de contact. Après, il va aller sur votre site, après il va aller sur Facebook, après il va aller sur le site de l'Office de tourisme, sur Booking, sur TripAdvisor. Et donc tout ça, c'est plein de points de contact que vous avez avec le voyageur. Et des fois, sur les points de contact, il y a des interactions. Il pose une question, vous répondez, ou vous mettez une offre. En fait, il y a tout un management de tous ces points de contact. Donc, c'est multi-points, c'est multi-canal. Ça se fait par le web, c'est par téléphone, c'est par email, c'est sur TripAdvisor. Il y a ces multi-canaux, c'est multimédia. C'est un mélange de textes, de photos, peut-être des vidéos. C'est du contenu qui est différent. Il y a du contenu très factuel. Les chambres font 17 mètres carrés. Et puis, il y a du contenu qui est peut-être un peu plus émotionnel. Ah, ce week-end à Grenoble, c'est la foire à la saucisse. On vous recommande ceci, cela. Alors, en ce moment, avec le Covid, c'est un peu calme, les foires les foires gastronomiques. Mais il y a toute une stratégie de contenu à avoir. Et pour nous, c'est avant tout des relations humaines. Même si aujourd'hui, tout ce parcours client, il est en train de se digitaliser, le digital n'est pas antinomique avec l'être humain. Et en fait, nous, ce que l'on recherche dans ce parcours, c'est la fluidité, que ça se passe facilement, sans accroc, et qu'il y a une cohérence entre tous ces points-là. C'est-à-dire que j'arrive sur votre site, le site il est génial et super. Si après l'email de confirmation que je reçois de votre moteur de réservation, il est tout pas beau et qui donne pas envie, là il y a un décalage entre avec un premier échange relation client et un deuxième échange de les relations clients. Et les clients commencent à s'habituer à avoir des interactions tout au cours de leur parcours. Nous, on a divisé le parcours client en 11 grandes étapes. La première étape, c'est l'inspiration. C'est waouh, ok, on va se faire un petit week-end avec mon partenaire. Où est-ce qu'on va aller? Ah tiens, allons à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on peut faire à Bruxelles? Attends, je vais regarder sur Grenoble qu'est-ce qu'il y a à faire et Bordeaux qu'est-ce qui se passe. Enfin voilà, il y a une étape d'inspiration où là, il y a un rôle à jouer. Ensuite, il y a une étape de planification. J'ai choisi d'aller à Bruxelles. Il faut donc que je réserve un TGV, un Thalys, et puis après que je réserve un hébergement. Et donc, c'est à quelle heure j'arrive, combien ça coûte quand je viens. Après, il y a l'étape de réservation. Donc là, c'est soit sur votre moteur de réservation, soit sur les OTA, soit ailleurs. Il y a une étape d'excitation, c'est entre le moment où le client a réservé et le moment où il arrive. Qu'est-ce qui se passe? Quelle interaction vous avez avec le client? Et envoyer automatiquement un email 3 jours avant pour lui dire oh, il y a une chambre de catégorie supérieure disponible pour 30 € seulement, ou alors réserver dès maintenant une arrivée VIP ou tout ça. Enfin, faire du upselling ou du cross-selling. Il faut le faire, c'est très bien, mais pour moi, ce n'est pas une étape de relation client, c'est une étape purement de vente. Est-ce qu'on peut lui envoyer des emails désintéressés avec du contenu riche, du contenu émotionnel, quelque chose qui va le faire saliver, quelque chose qui va lui dire ouais, j'ai hâte que ça commence. Pour nous, on est vraiment dans l'excitation. Après, il y a tout ce qui se passe au moment du séjour, l'arrivée sur zone. Quand j'arrive à la gare de Grenoble, est-ce que c'est simple pour moi de marcher jusqu'à ton hôtel Thomas, et comment je m'organise? Donc il y a l'arrivée sur zone, l'arrivée à l'établissement, nous on distingue arrivée et check-in. Pour nous, c'est deux trucs différents. Check-in, c'est une étape administrative, hein, votre carte d'identité, votre passeport, votre carte bancaire, et puis il y a l'arrivée qui est une étape humaine. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce que je peux faire selon ces deux étapes? Il y a le séjour, il y a le check-out, le départ, et après il y a tout ce qui est après séjour, c'est-à-dire les avis en ligne, la fidélisation, les réseaux sociaux. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est d'éclater tout ce parcours client
pour votre établissement. En fait, nous, on éclate. Nous, on va vous apporter de la méthodologie. On va vous apporter des connaissances, des compétences, mais c'est surtout de la méthodologie, des procédures. Et c'est beaucoup d'inspiration. C'est-à-dire qu'on part du principe que la théorie, vous la savez. On fait pas faire le marketing mixte, les 4 P de Kotler, le Pestel, les études SWOP, tout ça. À mon avis, vous l'avez déjà fait 50 millions de fois avec les 30 formateurs que vous avez déjà eu. Donc ça, on part du principe que c'est bon. On va pas être sur la théorie, on va être beaucoup sur la pratique et surtout sur l'inspiration. C'est-à-dire que sur la réservation, on va vous montrer comment certains hôtels ont optimisé, paramétré leur moteur de réservation, que ce soit Reservit, D-Edge, Synexis ou ce que vous voulez, et surtout l'email de confirmation qui arrive de votre bloc de réservation. Est-ce que l'email D-Edge, est-ce qu'il est bien fait, est-ce qu'il est propre? On va le comparer avec l'email que Booking envoie. On va vraiment explorer tous les petits leviers que vous pouvez optimiser. C'est un parcours qui se déroule sur 10 semaines. Donc, il commence le 16 mars et donc il termine un peu après mi-mai, en fait. Il y a 2 rendez-vous de 2 heures par semaine. C'est toujours à date fixe. C'est généralement de 14h à 16h parce que c'est le moment le plus calme. On se réunit. Il y a 6 établissements maximum. On fait des petits groupes. Et l'objectif, c'est que tout le monde se partage sa caméra, partage son micro et on s'inspire. Et on fait des groupes complètement vraiment divers, variés en fait. Là, pour la prochaine session, j'ai déjà un camping, une chambre d'hôte, un hôtel parisien un peu tendance, mais c'est pas le bon mot, et un hôtel en Bretagne quoi. Donc c'est parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre du monde du camping et le camping à apprendre de l'hôtellerie et vice versa. Et on déroule tout le parcours et on déroule tout le parcours client comme ça sur 10 semaines. Toutes les rendez-vous sont en visio, c'est-à-dire vous restez chez vous. On est exactement comme ça. Moi, je serai ici avec ma caméra, mes lampes, mon derrière. Il y aura Agnès avec moi. S'il y a un autre coach de Artiref qui vient, il sera. L'objectif, c'est de partager. Ça, j'ai déjà dit, c'est des petits groupes de 6 établissements, 2 personnes par établissement. Il y a un coaching, c'est-à-dire vous avez un membre de l'équipe de Artiref qui s'occupe de vous pour vérifier que vous avancez, pour vous aider si vous avez du blocage, pour vous motiver. Et le fait que ça soit par petites touches comme ça fait que entre chaque atelier, on va vous donner des objectifs et en fait, vous avancez petit à petit et au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez le travail se réaliser. Alors que si vous venez en formation sur une formation de 3 ou 4 jours, pendant 3 ou 4 jours, vous en prenez plein la tête, c'est génial, vous rentrez chez vous, vous êtes hyper motivé, on a appris plein de choses, c'était super, sauf que là, la montagne, elle est énorme. Alors qu'avec avancer comme ça par petites touches, ça permet de voir les programmes. On demande vraiment un engagement de tout le monde. On s'adresse aux hôteliers, aux campings, aux hébergeurs, aux gens qui veulent progresser. C'est pas nécessaire d'avoir déjà un parcours client, c'est pas nécessaire d'avoir un super hôtel. Ce qui nous intéresse, c'est l'état d'esprit des participants pour qu'ils ont envie de progresser, qui sont plutôt orientés clients et envie de progresser dans une ambiance et dans une dynamique de groupe. On fait intervenir des gens de l'extérieur, des consultants ou des gens qui ont des choses à dire pour s'inspirer, pour pimenter aussi l'expérience. Là, on est en train de lancer la 3e promotion. Donc, on l'a déjà fait avec 2 promotions, avec des super dynamiques. L'objectif, c'est vraiment de remettre le client au centre et de retrouver le cœur de notre métier qui est l'hospitalité. L'hospitalité, c'est la générosité, la bienveillance, la cordialité dans l'accueil et l'art de traiter ses autres. L'objectif, c'est de vous démarquer. Là, d'ici quelques mois, boum, tout va repartir. Ça va être la folie, hein, quand le couvre-feu va s'arrêter, quand les vacances vont arriver. Moi, je vais pas vous dire, ça fait 2 ans que j'ai pas été au restaurant, mais on va avoir un besoin et un envie. Qui c'est qui partage son écran? Je repartage mon écran, Thomas. Je reprends la main. Bah évidemment, comme je t'ai mis présentateur, tu peux. Donc quand ça va repartir, ça va faire très très mal. Ça va être la guerre. Vous allez prendre des volumes de réservations en très peu de temps avec des clients très exigeants, des clients qui vont chercher faire les bons choix pour les premières expériences. Ça va être des nouveaux clients qui vont venir, des clients peut-être locaux. Vous allez avoir l'objectif aussi de les fidéliser. Va falloir être super bon là. Et là, c'est là où ce que l'on veut
faire en sorte, c'est de créer de la différenciation, de vous rendre désirable et unique, de faire en sorte que vous exprimez vos valeurs. On veut remettre les valeurs de l'Hôtel Rive. Pourquoi vous êtes hôtelier? Pourquoi vous vous levez le matin? Qu'est-ce que vous aimez le plus? C'est partager. Qu'est-ce que vous aimez partager? Mais alors pourquoi vous le dites pas sur votre site internet? Enfin, il y a plein d'incohérences aujourd'hui dans le positionnement et dans la communication, de l'hôtelier. Là, je vous ai détaillé tous les hôteliers. Je sais pas si je vais passer, je sais pas si vous voulez les voir, hein, mais bon, on refait un petit focus sur la crise sanitaire. On vous fait travailler sur vos valeurs, ce que vous voulez partager avec qui. On va faire un audit émotionnel, c'est-à-dire que chacun va aller auditer le site internet d'un autre participant pour dire, bah voilà comment je te perçois moi sur ton site internet. Et puis t'as vu sur les valeurs, tu dis que t'es comme ça, mais sur ton site on le retrouve pas. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence? Est-ce qu'il faut que tu modifies tes valeurs ou ton site? On a plutôt tendance à vouloir modifier le site. Les valeurs, c'est solide. On a 2 ateliers sur l'inspiration. Quelle image? C'est-à-dire là, on va travailler les éléments de langage, la ligne éditoriale. On va vous aider à écrire des textes différents, idéalement situés au cœur de Bruxelles. Le Radisson vous accueille dans ses 163 chambres totalement rénovées. Il faut le dire à un moment donné, mais il faut le dire différemment. On va auditer le site internet. On va comparer votre site internet avec Booking et on va s'arracher les cheveux parce que sur Booking, souvent, c'est mieux fait que sur votre site internet. On va voir tous les petits logiciels qui vont permettre d'améliorer le site internet. On connaît tous le comparateur de prix, mais il y a plein d'autres solutions qui sont arrivées. On va passer du temps sur le tunnel de réservation, votre Reservit, votre D-Edge, votre Synexis. Est-ce qu'il est bien optimisé? Comment on peut, etc., etc. On vous apporte encore une fois de l'inspiration, de la méthodologie, des connaissances et plein d'exemples. Je déroule. Voilà, donc nous on est 4 donc Agnès, mon épouse, Adeline qui est connectée, Elodie qui est pas connectée ce matin, et donc on est 4 à Artiref à accompagner les hébergeurs dans cette, je sais pas si on peut dire transition numérique, c'est trop dans cette nouvelle approche. Il y a un coach qui vous est attribué, il vous suit, vous avez son numéro de téléphone, vous avez son 06, hein, vous pouvez l'appeler quand vous avez des problèmes, des questions. Son rôle, c'est aussi de s'assurer que vous passez bien les différents objectifs. C'est-à-dire que si vous venez et que vous faites rien, le coach, il va vous appeler, il va vous prendre la tête gentiment, quoi. En fait, il y a aussi ce phénomène on va essayer de vous contraindre à avancer. C'est une formation, c'est une vraie formation. Elle est grosse, elle est importante, elle est très très dense et elle demande beaucoup de travail. C'est-à-dire que il y a 2 ateliers de 2 heures par semaine et on pense qu'il y a, enfin c'est pas on pense, on évalue qu'il y a 1 heure de travail en plus par semaine. Donc là, c'est une formation qui va vous demander 5 heures de travail par semaine. Les participants, c'est pas qu'on les sélectionne, c'est qu'on fait très attention parce qu'on crée un groupe, on veut qu'il y ait une dynamique. Donc vraiment le maître mot, c'est l'implication. Des gens qui sont prêts à partager, à recevoir. L'objectif, c'est de se retrouver aussi 2 fois par semaine, d'avoir une bonne ambiance, une bonne humeur, la bienveillance. Il faut participer à tous les ateliers. Si par hasard et sur les 20 ateliers, il y en a forcément 1 ou 2 que vous allez manquer, il y a un replay qui est disponible. Je vais vous partager le replay juste après. Voilà. L'idée, c'est de profiter de cette période qui est très calme pour remettre à plat le parcours client, pour vous améliorer et pour faire en sorte que votre établissement soit différent, traite mieux les clients pour être plus fort à la réouverture. Cette formation donc qui est évaluée à 60 heures de travail est facturée 2900 euros pour 1 ou 2 participants dans chaque établissement. Et on vous conseille de participer à 2 dans un établissement, parce que c'est toujours beaucoup plus riche de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. Et puis s'il y en a un malheureusement qui peut pas venir, bah, l'autre il sera là. Et puis le fait d'être 2 sur un établissement fait que si vous faites une demande de prise en charge par le FAFI ou l'ACTO, si vous avez 2 stagiaires, ça sera pris en charge à 100%. Voilà, là je vous ai présenté le parcours. Je voulais juste vous présenter un dernier truc et après je vais répondre à vos questions. Alors sur les guest speakers, on a toujours des questions sur les guest speakers. Et là, ce que je vais vous partager, c'est la plateforme. Et après, on est bon. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise?
hop, et ça, je vais le mettre ici. Je vous demande une seconde. Ma satisfaction. Alors, c'est toujours. En fait, ce que vous voyez pas, c'est que j'ai plusieurs écrans. Et comme souvent, on se perd pas dans les écrans. Voilà. Donc, tout n'est pas que visio. Hein. Les visios, c'est le principal. Et si vous faites que les visios, c'est très bien. Mais on s'appuie aussi sur une plateforme de e-learning, en fait. Et là, par exemple, là, on voit tous les ateliers qu'on a fait avec ce groupe-là, hein, l'atelier 1, 2, comme ça. Il y a tous les ateliers. Et pour chaque atelier, donc là, je vais aller dans l'atelier 6, comment créer une ligne éditoriale personnalisée et inspirante. Donc, dans chaque atelier, je retrouve le replay de l'atelier, où là, vous retrouvez le replay. En dessous, vous avez tout ce qui s'est